Salut à tous, c'est DK, petite vidéo pour parler animation. Donc là, je suis effectivement dans le moteur de rendu de Godot, mais l'idée c'est bien de parler d'animation et un petit peu plus précisément de choses auxquelles on pense pas nécessairement quand c'est des animations qui sont spécifiques au domaine du jeu vidéo. Donc là, on a un personnage qui, lors d'un saut ou lors d'une chute, va avoir la capacité d'effectuer une action qui va lui permettre de frapper soit le sol, soit un ennemi qui serait en contrebas. Alors c'est quelque chose d'assez classique qu'on retrouve dans les jeux. Là par exemple je suis sur Volgar, l'un de mes jeux préférés. Vous voyez que quand le personnage saute, il peut avoir une action où il va frapper avec son épée vers le sol. Donc ça peut permettre différentes choses. Donc d'éliminer par exemple des ennemis en les frappant par le dessus. Alors là l'ennemi bleu ça demande 2 coups, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas. Soit de casser des blocs pour pouvoir avoir accès à certaines zones. Du coup, si j'en reviens à mon animation, vous voyez que c'est à peu près le même genre de mouvement que j'ai voulu reproduire. Et en fait, voilà, je voudrais vous montrer un petit peu comment j'ai procédé, mais surtout les erreurs que j'ai faites et pourquoi je les ai faites. En fait, il y a des choses qui sont pas nécessairement intuitives quand on pense animation dans le cadre du contexte jeu vidéo. Donc mon animation, elle a la forme d'un sprite sheet global, donc une feuille de sprite. Et en fait, pour l'animation que vous voyez, c'est la dernière ligne là en bas où en fait se succèdent un certain nombre de dessins. Donc quand je dis un certain nombre, il y en a précisément 10. Alors dans l'animation, il y en a une 11e, puisqu'en fait je récupère une animation en pose de saut, donc celle que vous voyez ici, que je viens coller vraiment au départ de l'animation, et en fait je fais se succéder les autres à des rythmes plus ou moins élevés. Ça je peux vous le montrer dans la barre chronologique. Vous voyez que les images sont pas toutes séparées par le même temps. Il y a des images qui sont séparées par 0,05 secondes et d'autres qui sont séparées de presque 0,1 ou 0,15 secondes. Donc voilà, donc ça se gère avec la frise de temps. Mais la grosse erreur que j'ai fait au départ, c'est que j'ai eu tendance à me dire que j'allais faire une animation où on aurait une sorte d'éclat de flash au niveau du point, comme si voilà on avait vraiment le fait qu'il frappe bien le sol, qu'on aurait peut-être même des petits éclats de pierre qui montrent que le sol a été frappé, etc., etc. Et là m'est venu plusieurs questions. La première, c'est que déjà c'est pas forcément du sol, ça pourrait potentiellement être un ennemi, donc mettre des éclats de rocher si c'est un ennemi qui prend le coup en dessous, ça n'a pas trop de sens. La deuxième question qui s'est posée et qui là est peut-être un petit peu plus technique, c'est que l'animation que vous voyez, elle va se faire dans un laps de temps qui est précisément là pour le coup de 0,8 secondes. Mais imaginons que mon personnage tombe d'une hauteur qui est plus grande que, en termes de temps, que 0,8 secondes. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va arriver au bout de l'animation, au bout de 0,8, il va y avoir un gros flash comme s'il avait touché le sol et des éclats de pierre comme s'il avait touché le sol, alors qu'il n'y a pas de sol. Il est toujours en train de tomber dans le vide. Et c'est là qu'en fait je me suis dit que, à la différence de l'animation classique, où on pourrait avoir effectivement un mouvement dans son contexte du début à la fin, là étant donné que le contexte il est variable en fonction du niveau, en fonction de où on se trouve, en fonction des éléments du niveau, est-ce qu'il y a un ennemi ou pas, etc. Eh bien il faut que l'animation soit pensée de façon, je dirais, assez modulable, compte tenu du contexte. Du coup, de façon schématique, plutôt que d'avoir, par exemple, une animation globale où on aurait un sol, par exemple, avec un personnage qui est au début du sol, par exemple ici, monte en hauteur avec un saut, par exemple, et puis se retourne, comme c'est le cas moi de mon personnage, pour donner un coup de poing
et vient heurter le sol avec des éclats par exemple, plutôt que d'avoir ça d'un seul et unique tenant, en fait il va plutôt falloir penser dans le cadre du jeu vidéo à avoir plusieurs animations qui vont se déclencher en fonction des actions de votre personnage, donc des boutons sur lesquels vous allez appuyer sur votre manette ou votre clavier. C'est-à-dire qu'on aura une position fixe, où là effectivement on appuie sur rien. Alors il peut avoir une animation, hein, c'est ce qu'on appelle le idle, c'est le personnage à l'état de repos, souvent c'est le personnage qui respire. Lorsqu'on appuie par exemple sur le bouton de saut, eh bien il y a une animation où le personnage va par exemple sauter, et puis monter progressivement jusqu'à une certaine hauteur. Donc pareil, hein, l'animation elle peut être détaillée, il peut progressivement par exemple monter les jambes, replier les jambes, etc. Donc ça va englober une deuxième animation qui va être le saut. On aura une troisième animation qui va être la chute pure, on va dire. Alors là on va pas en parler. Là on va imaginer que dès le saut, il veut faire son sorte de coup de poing vers le bas. Donc ça va être notre troisième animation. Donc on va voir le coup de poing. Donc avec tout le retournement. Alors je vais faire que la pause finale. Mais même cette pause finale là, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est un peu l'erreur que j'avais faite, c'est que même cette position là, ça n'est pas encore la pause finale, parce que comme je le disais, le sol peut être beaucoup plus bas, il peut être par exemple ici. Donc si à 0,8 on a du sol à 0,8 secondes, bah c'est parfait, ça marche bien. Mais si à un moment dans notre niveau on a un trou qui est plus bas, un trou avec un sol qui est plus bas, et bien là on risque d'avoir notre animation avec les éclats du sol alors qu'il n'y a pas de sol, donc ça risque d'être incohérent, et du coup notre personnage faut encore qu'il parcourt cette petite distance là en fait. Donc dans cette idée, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était que plutôt que dessiner dans une seule et même animation l'effet d'impact sur le sol, il allait au moins falloir en créer une quatrième que je vais vous faire là à gauche. Donc après le coup de poing, il fallait en créer une quatrième où le personnage continue de chuter. Alors on peut effectivement faire des effets de chute, le bonhomme qui par exemple tremblote avec peut-être l'effet du vent, etc. Vous voyez, mais il continue de tomber, et en fait on appuie sur un bouton, on a notre animation de coup de poing qui se lance. Une fois que l'animation de coup de poing est terminée, on a l'animation de chute point, on va dire, enfin chute coup de poing. Et l'animation d'éclat du sol, eh bien elle, il faut avoir à l'esprit que c'est une cinquième animation. Donc éclat sol, qui ne va se lancer que et uniquement que, donc uniquement si notre personnage il a rencontré le sol. Alors ça, dans un moteur de jeu, ça se détecte avec des boîtes de collision. On peut par exemple mettre une boîte de collision sur notre personnage, sur son poing, et dès lors que cette boîte de collision touche une autre boîte de collision qui a été posée par exemple au niveau du sol, eh bien ça déclenche un événement, et l'événement en question c'est jouer l'animation avec les gros éclats, de la pierre du sol qui vole, etc., etc. Alors encore une fois, selon les sols, on peut varier les animations. On peut dire, voilà, tu me déclenches cette animation-là si c'est un sol de pierre. Si c'est un sol type forêt, ça pourrait être par exemple des feuilles qui se mettent à voler, par exemple, etc., etc. Mais dans l'idée, en fait,
et ça on n'y pense pas forcément de prime abord, moi en tout cas j'avais fait l'erreur, c'est que on pourrait avoir tendance à vouloir faire l'animation globale en un bloc, par exemple dans la troisième phase que j'ai décrit ici, mais il faut bien avoir à l'esprit que notre niveau de jeu vidéo, il va pas être uniforme, le sol va pas toujours être à la même hauteur, et notre personnage va tomber parfois de plus ou moins haut en fait. Donc son temps de chute, il va être plus ou moins long, et si on définit que l'animation a une durée spécifique, imaginons 1 seconde, moi là c'est 0,8 mais ça serait vrai aussi pour 1 seconde, et bien si son animation elle se termine au bout d'1 seconde et qu'on a programmé un éclat du sol au bout d'1 seconde, mais que malheureusement en jeu on se retrouve dans une situation où notre bonhomme chute pendant 2 secondes, eh bien ça va être bizarre, parce qu'à 1 seconde il va déclencher une animation d'éclat alors qu'il n'y a pas de sol, et il va rester bloqué plus ou moins dans cette animation d'éclat jusqu'à arriver 1 seconde plus tard sur le réel sol qui est dans votre jeu. Donc il faut bien penser à décomposer les animations de façon à ce que ce soit modulable pour du jeu vidéo. Donc c'est une des différences, je pense, qui peut exister quand on fait, je dirais, de l'animation globale sur un projet où il n'y a pas d'interaction, sur un projet où finalement c'est un projet qui défile, on se contente de regarder, par exemple de l'animation pour quelque chose d'animé, une vidéo animée, etc., etc. Mais dès l'instant où on veut avoir de l'interaction, qu'on fait du jeu, eh bien il faut bien définir que une animation ne doit se lancer que dans telle ou telle condition, et les conditions, si elles sont variables, si on a un sol qui n'est pas toujours à la même hauteur, eh bien il faut bien indiquer que cette animation, par exemple celle-là, du sol qui éclate, eh bien elle ne doit se déclencher qu'à ce moment-là précis, où il y a détection de collision avec le sol. Donc ça nécessite d'avoir une animation qui soit indépendante, voire même la chute du point qui soit elle-même aussi une animation indépendante. Donc du coup, ça nécessite de redécouper votre sprite sheet et de créer, ce que je n'ai pas encore fait, mais de créer, vous voyez, moi là j'ai une ligne, comme je vous l'ai montré juste avant, d'une dizaine d'images juste pour le retournement du personnage qui donne le coup de poing, hein, ce qui donne ce que vous voyez là à l'écran. Mais il me faudra recréer une ligne pour la chute avec la tête vers le bas et le poing vers le bas, tant que le personnage n'aura pas heurté le sol, et une nouvelle ligne de sprite pour le moment où le personnage heurtera le sol et où j'aurai effectivement cet effet d'explosion du sol. Donc voilà, c'était un petit élément que je voulais partager avec vous parce que on n'y pense pas forcément à ces contraintes-là qui sont spécifiques, je dirais, au game développement, aux jeux vidéo en général. Mais c'est important parce que c'est comme ça qu'il faut procéder, à mon sens, pour avoir quelque chose qui va coller aux inputs, c'est-à-dire aux touches sur lesquelles vous appuyez pour que votre personnage y réagisse et se comporte, je dirais, de façon correcte, quel que soit l'environnement du niveau que vous avez créé et dans lequel votre personnage va évoluer. Voilà, et bien sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Salut!